que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? On va parler de la France et d'Israël tout de suite dans la matinale. Le jeu trouble de la France avec Israël. On a plusieurs enquêtes. On a une enquête notamment de Disclose et une enquête également de Mars Actu. Alors, attention, est-ce que vous êtes prêts à être choc-barre puisque la France a fourni en secret des équipements de mitrailleuses à Israël? Vous êtes choc-barre ou pas pour l'instant? Alors attendez. Le ministre de la Défense. Juste. Tintin, tout à fait. J'avais eu l'info avant. J'avais passé un article qui disait déjà que la France a vendu 220 millions d'armes à Israël depuis 2012, un truc comme ça. Bah, ce qu'on savait là, parce que j'avais regardé, parce qu'on disait tous la France vend des armes, et en fait, ce qu'on savait, c'était la quantité d'équipements qui étaient vendus, mais c'était difficile de savoir ce que c'était. Si c'est des casques, par exemple, si c'est des vestes militaires ou des radars, c'est pas la même chose que si c'est des AK-47, hein, si vous voulez. Des mitrailleuses défensives. Alors, c'est pas directement des mitrailleuses qui ont été vendues. En fait, c'est les... Attendez. Les liens, je vais vous montrer ce que c'est. Des gourdes, voilà. Donc on savait pas ce que c'était, donc on pouvait pas effectivement parler. C'est ça qu'ils ont vendu. Alors, c'est une entreprise marseillaise en fait qui fabrique en fait les trucs qui permettent de lier les munitions entre elles sur des mitrailleuses. Donc c'est utilisé, c'est une utilisation offensive. C'est un peu la même chose quand même. Bah c'est compliqué, alors effectivement ça équipe une armée d'un autre pays, mais donner un casque, donner des casques et donner des armes, c'est pas la même chose quand même. Donc c'est une entreprise marseillaise qui fabrique la petite pièce pour lier les munitions entre elles, donc qui sont indispensables pour le fonctionnement de certaines armes. Donc là, ça peut être considéré comme offensif. Donc là, on rentre dans une autre dimension. Après, moi, je serais pour qu'on leur vende absolument rien, hein, mais c'est juste que ça peut se justifier en termes de doctrine plus facilement en disant on vend uniquement des produits défensifs. Guerre à Gaza, la France a fourni en secret des équipements de mitrailleuses à Israël. La France a autorisé fin octobre 2023, donc on était après le 7 octobre. La livraison à Israël d'au moins 100 000 pièces de cartouches pour des fusils mitrailleurs susceptibles d'être utilisés contre des civils à Gaza. Révélation de Disclose et de Mars Actu sur une cargaison expédiée en secret depuis Marseille et en totale contradiction avec les engagements du gouvernement. Le ministre des Armées réajuste sa cravate. Ce 27 février, après une heure d'échange avec les membres de la commission défense de l'Assemblée nationale, Sébastien Lecornu doit répondre à une question sur les livraisons d'armes françaises à Israël. Il se saisit d'une feuille blanche sur laquelle sont griffonnées quelques notes, fronce les sourcils. Si les sourcils sont froncés, c'est que ça va être important. Et débute sa déclaration. Objectivement, il n'y a pas de relation d'armement avec Israël, commence-t-il, avant d'admettre que quelques licences d'exportation vers l'État hébreu ont bien été accordées depuis le 13 octobre 2023, date de début de l'offensive israélienne à Gaza. Vu tout ce que reçoivent des US, je vois pas en quoi ils ont besoin d'armes françaises, cela dit. Oui, absolument. Après, ça doit être 1%, mais bon, ça ne reste pas moins que c'est une aide au massacre en cours à Gaza. C'est une aide concrète. Et c'est une aide pour tuer des gens. C'est pas une aide pour des tenues, quoi. L'essentiel des armes, je crois que ça vient des États-Unis. Alors, je sais que ça vient des États-Unis, et je crois qu'il y a aussi beaucoup l'Allemagne. Parce que vous savez qu'il y a un espèce de soutien à Israël qui est extrêmement fort, et c'est un euphémisme en Allemagne. Oui, bonjour Bibuche, je bois de l'eau absolument. Donc, quelques licences d'exportation. Donc, ce que dit le Cornu, c'est que ce seraient des composants utilisés de façon défensive.
pour des missiles du dôme de fer du nom du système de défense israélien conçu pour intercepter les roquettes tirées depuis Gaza et le Liban, donc ils justifient comme ça, ils disent rien d'offensif, c'est que du défensif. Le matériel exporté par la France en Israël ne serait donc pas utilisé dans l'offensive israélienne, ayant déjà fait près de 32 000 morts, dont 70% de femmes et enfants. Une affirmation reprise mot pour mot le 20 mars dernier par la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Nous ne livrons pas des armes nous ne livrons des armes. Je baille pendant les tournages, excusez-moi. Excusez-moi, c'est ça, c'est tout paravolo. Tout paravolo. Donc Prisca Thévenot qui dit exactement pareil, nous ne livrons des armes que dans le cadre de composants défensifs pour le dôme de fer. Dorlo, dans 20-30 ans, il y en aura... Aurait-il menti? Les tournages, oui, je dis les tournages parce que les gens disent ça parce qu'une fois il y avait un commentaire sous une vidéo YouTube qui disait arrêtez de boire pendant les tournages. Donc ça a été. Du coup, on peut livrer des armes défensives à la Palestine. Et ben, en fait, je vais vous dire ce qu'aurait dit le gouvernement. Hein. Pourquoi vous pouvez pas livrer des armes défensives à la Palestine? Eh bien, en fait, c'est parce que c'est pourtant loin de la réalité, comme le révèlent des photographies transmises à Disclose et son partenaire, le média d'investigation local Mars Actu. L'article est aussi... on peut livrer des armes défensives à la Russie aussi. Eh bien, figure-toi qu'on l'a fait et qu'il y a eu aussi une enquête de Disclose sur le fait qu'on livrait notamment des composants électroniques à la Russie alors que le pays était déjà sous sanctions. Donc ça avait aussi créé un mini-scandale suite à ces ventes-là. Il y avait des composants qui avaient été retrouvés et Disclose avait dit en fait il y a des composants français là dans les armes à la Russie. En fait, faut pas se cacher, la France elle vend des armes à qui les achète. Hein. Le marché des pays démocratiques, il est carrément saturé par les Américains. Donc dès qu'il y a les pays qui sont prêts à nous acheter des armes, c'est pas forcément... là, on vend plein d'armes à l'Égypte, on vend des armes à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à l'Inde. Est-ce qu'on est surpris que la France se retrouve à vendre des armes à Israël au moment où ils font une opération de massacre de civils à Gaza? Pas vraiment, quoi. Pas vraiment. Après, Israël est une démocratie, c'est vrai, bien sûr. Démocratie pour qui, c'est une autre question, mais Israël est une démocratie, bien sûr. Loin de moi l'idée de sous-entendre certaines choses. Je ne me permettrai pas. Et oui, on est deuxième rang des marchands d'armes mondiales derrière les États-Unis, absolument. C'est un pays souverain en plus. On est dans le top 2 des vendeurs d'armes, même, derrière les Américains. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vente d'armes, donc, finalement? Revenons à nos moutons. Let's come back to our ships. Ces clichés datés du 23 octobre 2023, soit près de 2 semaines après le déclenchement de l'offensive à Gaza en réaction à l'attaque du Hamas, montrent une cargaison d'armement destinée à Israël. Des caisses stockées dans un hangar appartenant à Eurolinks, une société marseillaise spécialisée dans la fabrication d'équipements militaires. Spécialisée J'ai lu l'article de Mars Actu, en fait, moi. Spécialisé dans la fabrication même de liens pour les cartouches. Donc c'est vraiment cette pièce-là qui fabrique. Sur un bordereau scotché sur un carton entouré de cellophane, on peut lire l'inscription en anglais 10 000 liens M27 pour des munitions de 5,56 mm. 10,000 links M27 for 600 mm ammo. On dirait... Là on voit les photos. Donc on voit les exemples. Ces équipements sont en fait des petites pièces métalliques servant à relier entre elles des balles de fusil mitrailleur. Ces maillons M27 qui permettent des tirs en rafale sont prévus pour des fusils automatiques légers de type M249 et FN Minimi. Alors je sais pas s'ils vont parler, mais c'est notamment ces armes-là qui ont été utilisées dans le massacre des personnes qui venaient chercher de l'aide alimentaire. Vous vous souvenez, il y avait eu une polémique sur l'armée israélienne qui avait tiré sur des gens qui cherchaient de l'aide alimentaire, il y avait eu 112 morts. Et ils avaient dit « Ah non, mais c'est nos soldats, ils ont paniqué, ils se sont sentis en danger. » Et ben les armes qui ont été utilisées pour tuer des Palestiniens à ce moment-là, elles utilisaient ce type de lien. Ces composants qui sont l'assurance d'une mission réussie selon le fabricant n'ont rien d'accessoire. Sans eux, l'arme ne fonctionne pas, souligne Tony Fortin, chargé d'études à l'Observatoire des armements. En 2015, les Pays-Bas ont ainsi bloqué des pièces d'Eurolinks équipant des munitions de 30 mm transitant par Amsterdam,
Motif probable selon l'Observatoire, les armements étaient destinés aux Émirats Arabes Unis engagés dans la guerre contre les rebelles houthis au Yémen. Donc ça a été bloqué. Mais de quel droit ils bloquent notre commerce d'armes? C'est un scandale. Il y avait plusieurs dizaines de colis de la même taille maintenus sur une palette par du film plastique et empilés sur près de 2 mètres de hauteur. Ils étaient dans l'entrepôt prêts à être expédiés, témoigne auprès de Disclose la source ayant transmis les photographies. Chaque carton pesant 22 kg, on peut estimer d'après sa description que jusqu'à 800 kg de pièces ont été envoyées en Israël par Eurolinks, et chacun des colis contenant des liens pour 10 000 balles, on peut également supposer que la commande servira à relier au moins 100 000 munitions entre elles. Quant au destinataire de la cargaison, il s'agit de la société EMI Systems, basée à Ramat Hasharon, au nord de Tel Aviv. On a des exemples de ce que c'est. On voit les images, hein, on voit que c'est le lien pour les munitions. Enfin, vous voyez les courroies de munitions qui rentrent dans les mitrailleuses. Hein, ça. L'entreprise EMI Systems, vendue en 2018 par l'État hébreu à Elbit, la plus grande firme d'armement du pays, se présente comme le leader mondial des munitions de petit calibre et le fournisseur exclusif des forces israéliennes de défense. C'est elle qui approvisionne l'armée israélienne en balles de calibre 5,56. Des munitions reliées les unes aux autres grâce au fameux maillon M27 livré par la France et qui pourrait ensuite se retrouver dans l'une des armes favorites de Tsahal, les mitrailleuses Negev 5, fabriquées cette fois par Israel Weapon Industries. Avec le Negev 5, les soldats peuvent tirer jusqu'à 1050 balles par minute, soit 17 cartouches par seconde, vante la chaîne YouTube d'un vétéran de l'armée américaine. Et ce qui est intéressant, c'est la défense. On va profiter de ce petit paragraphe-là pour lire la défense de la France. Les armes françaises utilisées par l'armée israélienne sont uniquement défensives, assure Sébastien Lecornu. Et donc, réponse de Sébastien Lecornu à ces enquêtes. Le ministre des Armées répond ainsi à la parution d'une enquête de Disclose et de Mars Actu, assurant que la France avait autorisé la livraison à Israël de pièces servant à relier entre elles des cartouches de fusil mitrailleurs. Et donc, non, il dit pas on savait pas. Non, attention. Est-ce que vous êtes prêts à deviner? Vous pouvez pas deviner sauf si vous avez déjà lu l'article, vous pouvez pas deviner la défense qui a été employée. Qui est assez trollesque. Alors, la réaction ne s'est pas fait attendre. Au lendemain de la parution d'une enquête de Disclose, assurant que la France avait autorisé fin octobre la livraison à Israël de pièces servant à relier entre elles les cartouches de fusils mitrailleurs, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a assuré en conférence de presse hier que la licence française qui a été donnée pour cette livraison ne donne pas droit à l'armée israélienne d'utiliser ces composants, mais autorise seulement la réexportation vers des pays tiers. Voilà, donc en gros, il dit, on leur a vendu ça. On l'a vendu à une entreprise israélienne qui est le fournisseur exclusif, comme c'est marqué sur son site, je relis. Se présente comme le leader mondial, le fournisseur exclusif des forces israéliennes de défense. Donc on a vendu ces liens pour des munitions de mitrailleuses légères au fournisseur exclusif des forces israéliennes de défense, mais on a donné une licence en disant « Ok, vous pouvez acheter toutes nos pièces, mais uniquement pour de la réexportation vers des pays tiers. » Mais de quelle gueule se fout-on? De quelle gueule se fout-on? Ils n'ont pas le droit de s'en servir juste pour faire du bénéfice avec. Évidemment que... Ah, pardon, excusez-moi, peut-être que c'est un petit peu loin, mais évidemment qu'ils vont s'en servir. C'est un lien qui est utilisé pour des armes employées par l'armée israélienne en ce moment, qu'on vend à une société qui est le fournisseur exclusif de l'armée israélienne, qui va croire qu'ils vont effectivement le réexporter. Enfin, soyons sérieux 2 minutes. Donc, le ministre aurait également promis que d'autres composants livrés... Ah bon, ça c'était la défense précédente, que d'autres composants livrés par Paris n'étaient utilisés que dans des systèmes purement défensifs comme le dôme de fer. Donc voilà. Et je reviens donc sur l'article de Disclose. Plus c'est gros, plus ça passe, c'est ça. Israël a développé le fusil mitrailleur Negev, c'est précisément parce que les munitions de 5,56 sont omniprésentes au sein des pays de l'OTAN et de leurs alliés, détaille Shir Ever, un chercheur spécialiste de l'économie de la sécurité et coordinateur du mouvement palestinien BDS pour un embargo militaire. D'après lui, les munitions 5,56 du Negev sont interchangeables avec les fusils M249, pour lesquels Eurolinks a conçu à l'origine ces liens métalliques.
On a envoyé d'autres trucs dans ce cadre-là. Bah, pour l'instant, l'enquête, elle est juste sur cette cargaison-là, en particulier. On n'a pas vraiment d'infos sur les autres pièces qui sont envoyées pour l'instant. Ça reste assez opaque, évidemment, vous en doutez. Comment pouvait-on imaginer l'utilisation finale? Comment pouvait-on l'imaginer? Le Negev 5 a été repéré à plusieurs reprises aux mains de soldats israéliens engagés dans l'offensive contre le Hamas. Ce fut notamment le cas le 25 décembre dernier, lorsqu'un groupe armé palestinien baptisé les Brigades Moudjahidines l'a indiqué, vidéo à l'appui, avoir saisi un fusil mitrailleur sur lequel est gravée l'inscription IWI, ou encore le 29 février, lors d'une attaque parmi les plus meurtrières commises dans la bande de Gaza ces derniers mois. Donc on va revenir sur le massacre de la Farine, comme il a été appelé. Ce jour-là, vers 4 h du matin, dans l'ouest de la ville de Gaza, alors que des centaines de personnes tentent d'accéder à l'un des rares convois d'aide humanitaire ayant pénétré dans l'enclave palestinienne, des soldats israéliens ouvrent le feu. Le sac de farine de Mohamed Yasser, 17 ans, se répand sur le sol. Une balle l'a transpercé avant de venir se loger dans sa veste sans le blesser. Selon une enquête de l'ONG Euromed Human Rights Monitor, la munition retrouvée sur l'adolescent mesure 5,56 mm. Donc c'est le même type de munition qui est compatible avec les liens envoyés par la France. Mais vous inquiétez pas, ils vont les réexporter dans un autre pays parce qu'on a signé une licence, t'inquiète pas. La licence, c'est vraiment juste pour se donner bonne conscience en disant ouais, non, ils ont gagné une licence, on n'est pas complice. Si Israël respecte pas la licence, c'est leur problème, c'est pas le nôtre, quoi. Si Mohamed a échappé au pire, près de 200 victimes examinées par les équipes d'Euromed Human Rights Monitor présentent des blessures causées par des balles de calibre 5,56, des munitions tirées selon l'ONG par des fusils d'assaut M4 et Tavor, mais aussi par des mitrailleuses légères comme le Negev. Plusieurs experts de l'ONU ont condamné le massacre de la Farine qui a fait au moins 112 morts et plus de 760 blessés. Interrogé par Disclose sur la provenance des maillons utilisés pour les Negev 5 de l'armée israélienne, Dalia Bodinger, la vice-présidente d'Elbit, renvoie vers le fournisseur français lui-même. Ah oui, donc même l'entreprise israélienne, on renvoie vers le fournisseur français. Donc, non seulement... alors peut-être, est-ce que cette licence existe même? On peut se poser la question à ce moment-là. Est-ce que cette licence de... c'est uniquement pour réexporter? En plus, je comprends pas l'intérêt. À quoi ça sert de vendre quelque chose en disant juste on peut le réexporter? Parce qu'à la limite, les pays vers lesquels Israël réexporte pourraient l'acheter directement à la France. Ou alors c'est pour contourner des sanctions, hein, mais personne croit à cette licence à part le cornu, quoi. Sollicité par Disclose lundi 25 mars, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, n'a pas donné suite à nos questions. Bon, là, ils reviennent sur la réaction qu'on a évoquée sur France Info tout à l'heure. Il a en revanche réagi quelques heures après la publication de notre enquête en assurant que la licence accordée à Eurolinks ne concerne que la réexportation, ne donne pas le droit d'utiliser ses composants. Une affirmation reprise dans la foulée par le PDG d'Eurolinks, indisponible pour répondre à Disclose avant publication. Jean-Luc Bonelli indique par courriel que les licences qui nous sont octroyées par les autorités françaises contraignent IMI Systems à n'utiliser nos maillons que pour les cartouches destinées à leurs clients étrangers, sans préciser la nature des clients. Ah oui, d'accord, donc en fait, dans leur défense, ils utiliseraient ces maillons pour lier les cartouches entre elles, et ensuite ils vendraient les cartouches. En fait, ce serait vendre le produit fini, donc des cartouches déjà liées entre elles à des clients étrangers, mais on ne sait pas à qui. Après, Israël vend aussi des armes à l'étranger, hein, c'est pas absurde de dire qu'ils exportent des armes, mais dans ce contexte-là, et IMI System, encore une fois, comme le dit l'article même de Disclose, se présente comme fournisseur exclusif de l'armée israélienne, donc c'est pas non plus déconnant. C'est du dropshipping, ouais, c'est un peu du dropshipping d'armes. Quand tu es le top 3 des exportateurs d'armes dans le monde, faut pas se tenir. Top 2 ? Top 3 et on n'est pas 3ème. Le massacre de la Farine aurait pu provoquer un sursaut de l'État. Dans la foulée de cette exaction, Emmanuel Macron a d'ailleurs exprimé sa plus ferme réprobation envers ces tirs, réclamant la vérité, la justice et le respect du droit international. À ce jour pourtant, les exportations de munitions et de pièces de mitrailleuses vers Israël sont toujours autorisées par le gouvernement français, alors que d'autres pays, notamment les Pays-Bas, notamment une partie de la Belgique, notamment le Canada, ont interdit les exportations d'armes vers Israël, le plus récent étant le Canada, hein, ce qui a beaucoup fâché les Israéliens sur cette question-là. Et donc, pendant ce temps-là, de l'autre côté, par rapport au comportement du gouvernement français,
On a une enquête qui est sortie dans Mediapart il y a il y a pas si longtemps, c'était hier soir. Quelques heures. Le ministère de l'Intérieur a bloqué l'évacuation promise des familles de Français à Gaza. Un petit peu, voilà, on pèse le pour et le contre. Tandis que le gouvernement a donné son feu vert fin 2023 à l'évacuation des familles de ressortissants français à Gaza, l'opération a été en partie bloquée au niveau du ministère de l'Intérieur selon des informations de Mediapart. Des dizaines de personnes, souvent âgées, attendent. Donc c'est une enquête de Ilyes Ramdani et Antoine Rouget. Tous les jours, Adam compose le numéro de ses parents bloqués à Gaza avec la même inquiétude. Et tous les jours, je leur mens, souffle ce franco-palestinien. Il nous demande, est-ce qu'on va sortir? Est-ce qu'on va passer le ramadan avec vous à Paris? À chaque fois, on esquive. On dit peut-être la semaine prochaine, mais en fait, on n'en sait rien. Comme ceux d'Adam, plusieurs dizaines de parents de ressortissants français à Gaza attendent depuis des mois de pouvoir quitter l'enclave palestinienne. Alors que les bombardements se poursuivent malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu, et d'ailleurs, maintenant les bombardements se poursuivent alors qu'une résolution de l'ONU est passée pour demander un cessez-le-feu, avec l'abstention des États-Unis, ce qui est extrêmement rare, qui est assez rare pour être souligné. Pourtant, les bombardements se poursuivent sur le terrain, même cette nuit encore, il y avait des... J'ai regardé, il y avait encore des bombardements, il n'y a pas eu d'effet sur le terrain. La France, pourtant, prend son temps. Des documents et témoignages réunis par Mediapart révèlent en effet que des opérations d'évacuation sont bloquées depuis près de 3 mois, alors même que leur principe a été validé par le gouvernement français à la fin de l'année 2023. Au sommet de l'État, on jure pourtant que les choses avancent à leur rythme. Le ministère des Affaires étrangères est pleinement mobilisé à tous les niveaux, a fait savoir le cabinet de Stéphane Séjourné, j'allais dire Sébastien Lecornu. Stéphane Séjourné, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait de ses journées. Si toutes les évacuations, donc à Matignon, l'entourage du Premier ministre se veut affirmatif, il n'y a pas de blocage. Si toutes les évacuations demandées n'ont pas encore eu lieu, ce serait avant tout de la responsabilité des autorités israéliennes. C'est chez eux que ça coince, pas chez nous, glisse un conseiller ministériel au fait des échanges. On parle de l'eau, bien sûr. L'histoire qu'a pu reconstituer Mediapart, documents et témoignages à l'appui, est pourtant une histoire bien française. La chronique d'un appareil d'État où se mêlent les blocages et les réticences, la lourdeur administrative, l'insuffisante volonté politique, une histoire qui débute à l'automne 2023 lorsque l'offensive israélienne qui suit les attaques du 7 octobre commence à décimer Gaza et sa population. Très vite, les ressortissantes et ressortissants français bloqués sur place dénoncent l'inaction de la France, l'absence de réponse de la cellule de crise et supplie Paris de les évacuer avec leurs proches. Le décès d'Ahmed S., un agent de l'Institut français de Gaza le 16 décembre, fait office de symbole. 3 jours plus tard, Mediapart révèle les demandes insistantes de l'homme de 59 ans pour être évacué avec sa famille, auquel le Quai d'Orsay est resté sourd. Ça, on en a vu aussi. Face au désastre humanitaire et à une pression médiatique croissante, le gouvernement convoque le 27 décembre 2023 une réunion interministérielle à Matignon, présidée par 2 conseillers de la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne. La réunion rassemble près d'une trentaine de conseillers ministériels et cadres de l'administration. Voilà, donc il y a un compte-rendu de séance. Je vais aller un peu plus vite pour l'article pour que vous voyez un petit peu le développement. Donc ils ont validé l'idée d'une opération. Il y a des demandes de réunification qui sont acceptées. Et voilà. Et donc l'arbitrage politique est fait. La réunion produit ses premiers effets. Les agents du Quai d'Orsay prennent contact avec les familles concernées par ces évacuations. Adam s'en souvient comme si c'était hier, et ils nous ont dit « Envoyez-nous les papiers de vos parents », raconte-t-il, on était contents, soulagés. Pour nous, ce n'était plus qu'une question de temps. Le temps, justement, s'allonge jusqu'à s'éterniser. 3 mois plus tard, le franco-palestinien n'a plus aucun retour des autorités françaises. On appelle, on fait des mails, mais on n'a rien, ou alors des réponses copier-coller qui ne disent rien, soupire-t-il, on ne comprend pas pourquoi ça blogue. Donc ils disent que les procédures sont lourdes, que c'est à cause des autorités israéliennes, que chaque cas doit être examiné, etc. etc. Selon les informations de Mediapart, dans le cas des parents palestiniens de Français et de Françaises, les blocages ne sont pas venus de Tel Aviv mais de Paris. Dès la réunion du 27 décembre, des représentants du ministère de l'Intérieur avaient contesté l'élargissement du public concerné par les évacuations. Et les réticences se sont poursuivies dans les semaines suivantes.
Alors c'est le ministère de l'Intérieur, c'est de l'abject Darmanin qui est donc... c'est le ministère de l'abject Darmanin visiblement qui voulait empêcher les évacuations. Et donc a fait pression sur les autres ministères. C'est au niveau de la puissante direction générale des étrangers en France que le dossier achoppe. Quelle surprise, vous êtes étonné? Est-ce que vous retombez de vos chaises encore une fois? Dépendant du ministre de l'Intérieur, le service tergiverse sur un point essentiel du processus, le criblage des personnes à évacuer, une vérification administrative censée garantir que celles-ci ne sont pas liées à des organisations terroristes, par exemple. Indispensable pour que la décision du 27 décembre s'applique, cette opération n'a pas été conduite à son terme en ce qui concerne les parents bloqués à Gaza. Donc ils ont pas, c'est pas qu'ils ont trouvé des trucs avec le criblage, c'est qu'ils n'ont pas terminé le criblage exprès pour pas pouvoir les évacuer quoi. C'est des blocages, c'est très facile de faire des blocages administratifs. Hein. Merci beaucoup Didier Corvette pour l'abonnement offert à Celesto Moldave. Conséquence, dans la première quinzaine du mois de mars, le ministère des Affaires étrangères ne disposait toujours pas de tous les retours sur une liste d'environ 70 noms, empêchant d'enclencher le processus. On a mis 3 mois à implémenter la décision actée en décembre, regrette un proche du dossier. Une inertie de la place Beauvau qui a suscité des incompréhensions et de vives critiques jusqu'au sommet de l'État. Fin décembre, dans Mediapart, un ancien fonctionnaire du Quai d'Orsay alertait déjà sur la certaine réticence ou la mauvaise volonté d'une partie de l'appareil d'État pour accueillir des réfugiés, en reliant ces tensions aux discussions autour de la loi immigration. Ah ouais, donc un agenda politique intérieur avec des questions sur la loi immigration. Le ministère de l'Intérieur, ils se sont servis pour empêcher de rapatrier des familles palestiniennes de franco-palestiniens. Très bien. Les blocages intervenus ont finalement été remis sur la table récemment alors qu'une seconde réunion interministérielle a été organisée à la demande du Quai d'Orsay le 19 mars. Questionné sur cet obstacle dans le criblage malgré l'urgence, le ministère des Affaires étrangères a renvoyé vers le ministère de l'Intérieur qui n'a pas souhaité nous répondre. Également contacté, un directeur de donc cette direction générale des étrangers en France, au cœur du processus, n'a pas retourné notre demande d'entretien. Donc ils se renvoient tous la balle, ils bloquent la situation. Et donc l'Elysée apparemment n'était pas au courant non plus de ces difficultés-là. Le niveau du médiocrité. Bon, est-ce qu'on est surpris que ça vienne du ministère de l'Intérieur? Pas vraiment, hein. Pas vraiment. Je marche, mais dans ma tête, je suis au sol en PLS. Bah ouais, je comprends, hein, forcément. Forcément, cette question des évacuations est extrêmement importante. Il y a des personnes qui ont été évacuées quand même, heureusement, mais il y a quand même des blocages. Et donc, c'est sur les parents de franco-palestiniens, apparemment, parce que les personnes qui avaient la nationalité française ont été évacuées, je crois. Mais je sais même pas si ça a été le cas pour toutes. Mais voilà. Et donc, l'Elysée, on assure que... À l'Elysée... Merci Patacel pour ton abonnement. À l'Elysée, on assure que le sujet n'est pas remonté jusqu'à la cellule diplomatique qui conseille le chef de l'État. Le président de la République a toujours exprimé la volonté que les rapatriements se fassent et que les démarches avancent. Après, qu'est-ce qu'il peut faire, Macron, hein? Ce n'est que le président de la République dans un régime extrêmement présidentiel. Qu'est-ce qu'il y connaît, lui, à faire avancer les choses? Il faut lire les notes. À Matignon, la tonalité est la même. La ligne du Premier ministre est extrêmement claire sur le sujet, a été confirmée lors de la réunion interministérielle du 19 mars pour continuer à avancer sur les évacuations en prévoyant une certaine souplesse dans le respect des règles habituelles, sauf pour la sécurité nationale. Donc, comme l'immigration était en cours de discussion, ils ont bloqué les évacuations pour ne pas paraître pro-étranger que le RN s'en serve. Bah, j'ai l'impression que c'est ça, ouais. Alors je sais pas si c'est pour que le RN s'en serve ou pour simplement pas paraître trop de gauche, hein, je pense que ça leur suffit, vu qu'ils n'ont pas hésité à voter la loi avec le RN. L'idée, ça semble avoir été celle-ci, ouais, était de dire il y a la loi immigration en ce moment, donc on va pas faire venir des étrangers en France. Et bon, vu les ambitions politiques de Darmanin, ça m'étonne pas que ça vienne du ministère de l'Intérieur. Et voilà. Et donc, voilà, pour Séjourné, il explique que lui, Séjourné, il est activiste sur le sujet, il va négocier lui-même des rapatriements avec les Israéliens. 247 personnes ont été évacuées, dont près de 160 après la réunion de décembre, rappelle le Quai d'Orsay. Mais malgré ce volontarisme, encore des personnes attendent à Gaza. Plusieurs conseillers donnent une autre raison à ce retard, notamment le fait que c'était un moment où il y a eu un changement de Premier ministre et un remaniement, et le remaniement qui a pris à peu près 11 000 ans en plus. Donc ça peut aussi jouer, ça devrait pas jouer sur des vies humaines, mais ça joue sur des vies humaines. Ok,
Donc à mettre en comparaison, bien sûr, avec nos petites ventes d'armes, de petits liens pour les munitions. Voilà, j'espère que ce point, alors ça vous aura probablement peut-être déprimé, mais ce point sur les relations entre la France, Israël et Gaza, que ce soit sur les ventes d'armes ou sur les rapatriements de familles, vous aura intéressé.